Et puis comme ça, on atteindra quelques personnes jusqu'à 5. J'espère que vous allez bien déjà, que ça s'est bien passé vos premières épreuves, surtout celles d'aujourd'hui. Et par rapport à l'échelle du récap, donc là, je pense que c'est le dernier qu'on aura pour le Bosque 1. Je sais que Julia va tout faire pour que les récaps pour la section française continuent. Maintenant, ça dépend pas que d'elle, mais ça s'est bien passé cette année. Enfin, ce semestre, du coup, ça devrait pouvoir continuer le semestre prochain, on espère. Et du coup, elle vous invite, enfin, elle pourra pas être là aujourd'hui, mais du coup, elle vous invite à rejoindre la page Instagram parce que du coup, vous êtes tenus au courant de tout. Bon, là, il y a un petit micmac avec les emplois du temps par rapport au marketing, mais normalement, les emplois du temps sont justes. Donc voilà, et vous avez aussi, si je ne me trompe pas, en bio de la page Instagram, un lien vers un site internet, le site internet d'HL Recap qui vous permet d'avoir accès aux vidéos. Là, j'ai essayé d'enregistrer le cours et on va essayer de le poster sur YouTube. Le truc, c'est que les ordis, quand on partage un écran, fait Teams et en plus on enregistre, ça bug et donc j'espère qu'on arrivera à enregistrer jusqu'à la fin de la session. Et on va commencer. On a beaucoup de choses à voir parce que du coup, il y a quand même énormément de choses dans ce programme de marketing. C'est assez dense. J'ai essayé de faire un PowerPoint. Il y a quand même 70 slides. Je vais aller vite. Je vais pas tout dire. J'ai fait exprès de mettre plein de textes dans les PowerPoint. Tout que vous allez pouvoir vous servir du PowerPoint pendant l'examen puisque je vais vous l'envoyer. J'ai mis pas mal de textes. Je vais pas tout lire, mais du coup, vous pourrez regarder ensuite comment ça se passe avec le PowerPoint. Du coup, je vais vous transférer, si vous pouvez juste me dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je pense qu'on va commencer par regarder le cours et puis peut-être faire les questions à la fin. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran ? Parce que là, j'arrive pas à voir vos petits pouces. Il y a quelqu'un qui peut se connecter. Enfin, ouvrir son micro. Ouais, c'est tout bon. Oui, c'est tout bon. bon. Merci. Merci. Et je vais essayer de garder le chat, mais sur mon téléphone... attendez, je vais essayer de le mettre maintenant. Là, j'arrive pas à voir tout en même temps. Ah, si, c'est bon. Donc, du coup, le chat, c'est tout bon. Alors, on commence. Alors, l'examen final, comme vous le savez, donc il se passe mardi 22 juin à 14h. Comme la plupart des autres examens, il va durer 1h30. La structure, vous avez dû la voir sur le mock-up exam que je vous invite vraiment à refaire parce que c'est exactement comme ça que va passer l'examen. Donc, c'est d'abord une grosse partie QCM et ensuite une étude de cas. On va beaucoup revenir dessus, mais c'est souvent les mêmes thèmes qui sont abordés dans l'étude de cas. 1h30, c'est bien. Et souvent, je pense, il vous restera un peu de temps pour pouvoir vous relire et je vous invite vraiment à le faire parce que imaginons que vous répondiez à peu près au feeling, le QCM au début, enfin avec vos connaissances et ensuite avec le temps qui vous reste, vous pouvez checker les questions que vous avez flag avec les cours que vous aurez en support. Ça, je pense que c'est une bonne tactique pour le QCM. Et l'étude de cas, n'hésitez pas, enfin je veux dire, c'est des questions ouvertes, donc mettez tout ce que vous pouvez, tout ce que vous savez, tout ce qui est en rapport. Mais de toute façon, on va voir ça au fil du slide. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le marketing ? Pourquoi est-ce qu'on voit tout ça ? La chose la plus importante, et je l'ai noté juste ici, c'est que le défi du marketing, contrairement à tous les autres départements d'une entreprise, c'est de s'axer sur le client et non sur l'entreprise. Et tout est dans la communication, dans le fait de livrer un service, de livrer un produit et d'échanger des valeurs pour que votre client ait une idée de ce que votre entreprise fait, mais pas en lui-même le produit ou le service. Et ça, c'est le défi du marketing, c'est de se détacher un peu du côté et des envies de l'entreprise et de se mettre du côté client. Ça, c'est les grandes étapes du marketing. Je ne vais pas les lire parce que de toute façon, c'est ce qu'on va voir au fil des chapitres. Donc, la pyramide de Maslow, on la voit depuis un moment, on l'a vue en AP, on l'a revue en marketing. Et c'est exactement en lien avec ce que je vous disais. Étant donné qu'il faut qu'on se fixe du côté client, on va voir où il en est entre guillemets dans sa vie pour lui apporter le meilleur service possible. Et donc, ça part des besoins naturels, donc se nourrir, se loger et dormir, et ça va jusqu'à l'accomplissement. Donc ça, c'est vraiment quand on est au top de soi-même. Et l'entreprise, elle essaye de voir par rapport à ses clients, où est-ce qu'elle se place sur cette pyramide et en quoi ses produits et ses services pourraient venir compléter le step ou alors permettre aux clients de passer à la step du dessus. La seule chose qu'il y a à savoir, c'est que
avant de passer à une step supérieure, il faut que la step d'avant soit hyper acquise. Donc avant d'être à une étape de sécurité, il faut bien sûr que le côté naturel soit acquis. On ne peut pas directement partir à l'accomplissement si on n'a pas de quoi se nourrir, par exemple. Les 5 types du marketing qu'on va détailler, donc on a la production. Par exemple, une entreprise comme Tata, donc les voitures qu'on trouve en Inde, ils se fixent vraiment sur leur production, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de voitures à petit prix pour pouvoir toucher le plus de personnes possible. Il y a l'optique produit. Donc là, on a pris l'exemple de Dyson parce qu'ils ont toujours dit qu'ils étaient les meilleurs dans ce qu'ils faisaient, les meilleurs dans leur technologie. Ils se sont vraiment axés sur le produit. L'optique vente, donc les assurances par exemple, elles essayent de se différencier les unes des autres avec des promotions, avec leur publicité, etc. Le marketing, l'exemple d'Apple, ils se sont vraiment créés une image, ils se sont créés une identité. Et ça, ils le font à travers le marketing. Et il y a l'optique sociétale qui, en ce moment, devient très importante de plus en plus. On se rend compte que les clients font très attention à l'image et aux valeurs des marques. Et donc, comme assez sociétal, on peut avoir les hôtels Six Senses qui sont c'est pas vraiment des éco-hôtels, mais quasiment. Et on avait aussi vu la marque Patagonia pour l'environnement. Le comportement du consommateur. Donc, il va falloir, en premier lieu, comme on a dit, le marketing, c'est viser client. Donc, il va falloir comprendre le comportement des consommateurs. Et donc là, les facteurs culturels, ils vont du plus large au plus restreint, c'est-à-dire dans la culture. La culture, souvent, elle se base sur la culture d'un pays, voire même d'un continent, mais c'est quelque chose de très large. Et rares sont les entreprises qui se basent là-dessus parce que c'est beaucoup trop large pour pouvoir prendre des décisions qui sont personnelles. La sous-culture, là, je trouve que l'exemple est parfait. Harley Davidson, c'est devenu une référence pour un certain groupe qui ont les mêmes envies, qui ont les mêmes activités, qui ont les mêmes passions, et donc ils sont devenus un peu les représentants de ce sous-groupe. La classe sociale, pareil, c'est encore une fois encore plus restreint. Ça a beaucoup d'importance dans les habitudes et le comportement du consommateur. Si on prend l'exemple des avions ou des trains, la différence entre la première et la deuxième classe, elle est flagrante. On a ensuite les facteurs sociaux. Donc ça, c'est un petit peu en rapport avec les sous-cultures. Il y a 2 différents groupes. Les groupes d'appartenance, l'EHL est un des meilleurs exemples. On fait partie de l'EHL. On achète des vêtements qui sont en rapport à l'EHL. On va dans des restaurants à l'EHL. On fait tous partie de ce groupe et on a tous les mêmes habitudes d'achat. Les groupes de référence, et les entreprises s'en servent beaucoup parce que ce sont les groupes vers lesquels on tend, vers lesquels on aimerait, vers lesquels aller, vers lesquels on s'identifie. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises font appel à des influenceurs parce qu'on se réfère à eux et ça peut être des potentielles habitudes d'achat. La famille, c'est aussi un facteur social très important. On voit que l'entreprise McDonald's en a fait beaucoup appel à ce facteur-ci en laissant les enfants choisir d'aller au McDo, choisir d'avoir un Happy Meal, et ils ont beaucoup joué là-dessus. Et les enfants ont un énorme impact dans les choix des entreprises. Et j'ai mis attention aux stéréotypes aussi parce que jusqu'à peu, on avait un peu du mal à faire la part des choses entre le rôle de l'homme, le rôle de la femme, et quelques entreprises sont parties un peu trop loin dans les stéréotypes, et du coup, il faut faire attention à ça. Et le rôle et statut, ça c'est un peu... on peut trouver l'exemple de l'EHL là-dessus, parce que le rôle qu'on a dans la société, il peut être divers selon les produits qu'on cherche à avoir. Et par exemple, on est des étudiants, on peut très bien aller au McDo le midi et aller au BDS le soir, et pourtant, et du coup, c'est dur pour les entreprises de se fixer. Et c'est ce qu'on appelle un client caméléon. On en est tous, carrément, quasiment. Les facteurs personnels, donc ça c'est très classique. Donc quel est l'âge de mon client, quelle est sa profession, quelle est sa situation, quel est son style de vie. Il faut prendre en compte tous les aspects et il faut éviter d'en laisser de côté. Comme on l'a vu, il n'y a pas que les clients qui ont une personnalité, il y a aussi les marques. Et on avait mis en évidence 5 adjectifs pour représenter les marques. La sincérité, la compétence. Est-ce qu'ils sont rudes, est-ce qu'ils sont excitants ou est-ce qu'ils sont sophistiqués? Ça, on avait
avait vu comme exemple, oui, il me semble, les parfums Chanel, on a vu qu'ils étaient, selon la publicité et selon l'image qu'ils essayaient de rendre, assez excitants et sophistiqués. Et donc, pourquoi créer une personnalité à une marque? C'est pour qu'elle matche avec la personnalité du client et par conséquent que le client souhaite acheter cette marque. Les facteurs psychologiques, alors, ça c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, on va prendre l'exemple de Lush, mais je crois que j'en parle plus tard, mais l'exemple de Lush. Donc, si on cherche à satisfaire les 5 sens d'un client, il faut le faire souvent dans un milieu physique. Et donc, il y a seulement les entreprises qui ont des magasins ou des hôtels ou un endroit physique qui peuvent le faire parce que c'est dur par un site internet de toucher aux 5 sens. Alors que par exemple, Nature et Découverte ou la marque Lush, eux, ils arrivent à jouer avec les odeurs, avec l'ambiance, avec le bruit, avec la musique, avec les couleurs. Ils permettent à leur marque de révéler quelque chose pour les 5 sens du client. Processus et planification stratégique, ça je crois que c'est le chapitre 3. On en avait parlé aussi en Cost Control, donc vous avez dû le voir il n'y a pas très longtemps, mais une entreprise, elle veut absolument remplir une mission. Ça, c'est un but, c'est le Saint Graal, quoi. C'est pas sûr qu'on y arrive, c'est vers où on veut aller idéalement. Ça s'appelle la mission, c'est un objectif à long terme. Et la vision, on y arrivera grâce aux visions. Et il y a 2 types de visions qui existent, les visions produits et les visions marché. Et on peut nous demander, je sais, en étude de cas, quelle est la vision produit et quelle est la vision marché de cette entreprise. Et donc, si on prenait l'exemple de Facebook, sa vision produit, c'était clairement de créer un réseau sur un site internet. En revanche, la vision marché, donc si on se met à la place des consommateurs, eux, ils s'en fichent de savoir que c'est un site internet. Ce qu'ils veulent, c'est qu'est-ce qu'ils vont pouvoir partager, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir communiquer avec la communauté, quelles relations, quels liens ils pourront entreprendre avec les personnes qu'ils vont rencontrer sur le site. Donc ça, c'est vraiment 2 visions distinctes qui vont amener à la mission. La matrice d'Enzoff, ça, c'est par rapport à la stratégie de développement d'une entreprise. Est-ce que je peux vous les là? Ah non. Désolée. Donc la pénétration de marché, donc en fait je ne l'ai pas mise, désolée, mais la matrice elle se fait sur 2 points. Donc c'est soit on a un nouveau produit, soit on a un produit existant, soit on va sur un nouveau marché, soit on est sur un marché existant. Donc je vous laisserai regarder les 4 différentes stratégies de développement qui existent, mais et je vous conseille de re-regarder par rapport aux différents exemples qu'on a donnés en classe. Je sais que pour le plan de communication, on avait dû en parler, donc je vous conseille de regarder bien la matrice et de voir où se positionnent les entreprises. Souvent, les entreprises dans l'hôtellerie, ils font soit de la pénétration de marché, c'est-à-dire qu'ils ajoutent un service qui existe déjà, dans un marché qui existe déjà, mais ils essayent d'être les meilleurs dans ce domaine-là. Ça, c'est souvent les stratégies de développement qu'on verra dans le domaine hôtelier. Donc ça, c'est faux. Je suis désolée, je changerai ce slide. J'ai mis un mauvais schéma avec le mauvais titre. Les stratégies marketing. Donc tout ça, on le voit. Donc ça, c'est les 4 P. C'était les stratégies marketing qui étaient dans les années 80. Donc, promotion, l'endroit, le prix et le produit. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller plus loin. Et c'est ce qu'on appelle les 4 C. Donc, le consommateur, les solutions, le coût, la commodité et les interactions. C'est surtout ces 2-là qui sont nouveaux. Parce que la commodité, ça, c'est sur la distribution. Donc on sait que grâce au site internet, au délai de livraison, c'est une nouvelle manière de distribuer notre produit. Et les interactions, c'est clairement grâce au marketing digital qu'il est apparu dans les stratégies marketing. Le micro-environnement. Alors, le micro-environnement, donc c'est tout ce qui se passe à petite échelle au sein d'une entreprise. Que ce soit le micro ou le macro-environnement, le but est toujours d'analyser ce qui se passe autour, pour permettre de prendre les bonnes décisions et d'avoir une influence sur le marché. J'ai aussi insisté sur le terme anticiper, parce que c'est bien de savoir s'adapter au marché, c'est encore mieux de savoir anticiper, parce qu'on risque de prendre on risque de prendre des décisions qui auront de l'importance sur le long terme, et c'est ce qui est super important pour les entreprises. C'est là où je vous disais que j'ai mis plein de textes.
on va en parler vite fait, mais je vous conseille de relire après quand vous ferez vos révisions. Mais dans le micro-environnement, il y a l'entreprise en elle-même, parce qu'au sein de l'entreprise, il y a plusieurs départements et il faut qu'il y ait une trame, entre guillemets, une trame d'entreprise qui ait une certaine consistance dans toute l'entreprise. Les fournisseurs, on avait vu, beaucoup de personnes font appel à des fournisseurs, comment on dit, je sais pas si je l'ai mis. Oui, des sous-traitants, pardon. Et il faut faire attention parce que l'image et les valeurs qu'ont les sous-traitants ne sont pas forcément en adéquation avec la vôtre. Donc il faut faire très attention aux fournisseurs. Les intermédiaires de marché, ça c'est par où est-ce qu'on essaye de distribuer nos produits ou nos services. Donc par exemple, TripAdvisor pour les hôtels, ça il faut faire attention. Pareil, est-ce que c'est en adéquation avec ce qu'on essaye de rendre comme image, comme prix? Est-ce qu'il y a une consistance entre ce que je mets dans mon site et ce que je mets sur les sites de distribution? Après, il y a évidemment les clients et les groupes d'influence. Ça, c'est un petit peu lié. Les concurrents, c'est très important d'analyser les concurrents. Comment eux, ils se voient maintenant, comment ils vont se voir dans le futur et comment nous, on se place à côté d'eux. Et donc, vous avez les concurrents directs. C'est ceux qui ont des produits ou des services similaires. Donc, on a pris comme exemple Air France et EasyJet. Et encore, ils ne font pas vraiment les mêmes services, mais c'est deux compagnies aériennes. Et on a aussi des concurrents indirects. C'était très intéressant de remarquer qu'un concurrent de la SNCF est devenu, grâce au Covid, Zoom. Parce que des personnes qui se déplaçaient à l'étranger pour pouvoir faire des rendez-vous d'affaires, par exemple, aujourd'hui vont le faire par Zoom. Donc, même si on n'y croirait pas, Zoom est bien un concurrent de la SNCF et vice-versa. Il est aussi très important au niveau du micro-environnement de faire attention à la quantité et à la qualité. Alors, ça c'est la partie moins sympa du marketing, c'est là où il y a les calculs. Donc là, j'ai mis les 3 principaux en ce qui concerne l'hôtellerie. Ici, j'ai mis les principaux en ce qui concerne toutes les entreprises. Il y a des calculs qui nous permettent de connaître nos performances et c'est important de voir les nôtres, celles de nos concurrents et d'essayer d'être les meilleurs et sur le marché. En ce qui concerne la qualité, c'est pareil. On se dit avoir une certaine éthique, on se dit avoir de certaines valeurs. Est-ce qu'on respecte vraiment ces valeurs et cette éthique? On transmet des émotions, est-ce qu'on les transmet de A à Z? On avait un storytelling au début, est-ce qu'on le garde? Ça, c'est vraiment la partie qualitative et il faudra attention d'avoir une certaine conscience là-dessus. Maintenant, le macro-environnement. Donc ça, c'est plus au sein restreint, mais au niveau mondial, au niveau international, comment est-ce qu'on peut analyser l'environnement qu'il y a autour de notre entreprise? Alors, on a le côté démographique. Donc, est-ce qu'il y a un vieillissement de la population? Est-ce qu'il y a un changement dans la construction des familles? Il peut y avoir des familles monoparentales, des familles homosexuelles, des familles... voilà, parce que là, on nous parle... Voilà. Par exemple, dans les familles monoparentales, c'est ça. Est-ce qu'on va adapter les séjours à une personne qui vient seule avec ses enfants, une personne qui vient à 2 avec leurs enfants, etc. Voilà, taux de natalité, vieillissement de la population, ça pareil, est-ce que nos clients ont tendance à vieillir ou à se rajeunir? L'économie, voilà, quoi de mieux comme exemple que le Covid, bien sûr. Par exemple, les entreprises qui fournissent des masques, ils ont bien analysé l'économie des masques, pas l'économie des masques, mais l'évolution du Covid pour voir comment ils pouvaient intégrer le marché. Le facteur naturel, ça, c'est par rapport à des entreprises qui font appel à des matières premières qui pourraient être soit en manque, soit modifiées, parce qu'il y aura eu des innovations technologiques qui feront que leurs matières premières seront modifiées. Bien sûr, les catastrophes naturelles, le réchauffement climatique, la pollution, ça peut avoir un impact dans le processus de production, dans le processus de distribution et aussi sur l'éthique qu'on renvoie. Le facteur technologique, c'est pareil. Moi, j'aimerais peut-être m'arrêter un instant sur l'hôtellerie, sur la robotisation. Donc, vous avez sûrement déjà vu, on en a parlé en classe, par exemple des réceptions, du room service qui est robotisé. Ce qui est hyper important pour les entreprises, c'est de savoir garder un juste milieu. Parce que, surtout dans les
les hôtels de luxe et les hôtels 5 étoiles, par exemple, les clients s'attendent à avoir un contact humain, s'attendent à avoir des personnes qualifiées et ne souhaiteraient pas avoir trop d'avancées technologiques dans un hôtel. Ça pourrait détruire un peu l'image de l'hôtel et la qualité du service qui est rendu. Et la politique, bien sûr, je pourrais vous donner notre exemple de l'entreprise qu'on avait choisie pour le blog. On avait choisi les hôtels W qui en ont ouvert 2 à Dubaï. Et c'est vrai que, par exemple, on ne peut pas passer à côté du fait que la consommation d'alcool elle est restreinte à Dubaï. Donc, il faut faire attention à la politique mondiale, et à la politique aussi nationale dans laquelle on implante notre produit ou notre service. Ici aussi, comme exemple, on avait vu les entreprises qui font la même chose, qui fusionnent et qui du coup créent un monopole et qui détruisent complètement la concurrence. Ça, dans certains pays, c'est complètement illégal, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Et le facteur culturel, ça, c'est de toute façon ce dont je parle depuis le début. Il y a clairement une tendance des consommateurs vers ce qui est naturel, vers le respect animal, le respect environnemental. Il y a des valeurs qui se mettent en place, il faut en tenir compte, il faut s'adapter et surtout prévoir quelles seront les valeurs qui seront les plus importantes dans le futur. Et on a aussi pu mettre en avant la quête spirituelle, ça il ne faut pas l'oublier. Il y a quand même beaucoup d'hôtels qui font attention à proposer des activités qui permettent à leurs clients de se rapprocher de leur spiritualité. L'offre et la demande. Alors, ça, c'est par rapport aux différents marchés qui existent. Donc, comme vous pouvez voir ici, quelle place on occupe par rapport à l'offre. Donc, on a notre marché potentiel. Donc, c'est tous les clients qui pourraient potentiellement être intéressés par nos produits. Le marché actuel, c'est ceux qui le sont, qui sont vraiment intéressés par nos produits. Et le marché servi, c'est les clients qui vraiment, en plus d'être intéressés, achètent. Et sur toute la concurrence, sur toutes les entreprises qui font la même chose que vous, quel est notre pourcentage de clients servis qu'on représente? Et est-ce qu'on a un fort impact ou pas sur ce marché? La recherche marketing. Alors ça avait beaucoup intéressé le prof et ça a été un des chapitres qui pour moi était un peu le plus compliqué, étant donné qu'il y a plusieurs termes à comprendre. Donc, la recherche marketing, c'est clairement pour prendre des bonnes décisions au bon moment. Et d'anticiper aussi. Je reviens là-dessus, mais c'est très important d'anticiper. Ça, on va le voir. Donc, on a des données primaires et des données secondaires. On va commencer par les données secondaires parce que c'est celles qui existent déjà. On les a déjà souvent dans l'entreprise, on peut les trouver sur Internet, elles existent. Elles sont faciles à avoir, elles sont à moindre coût, mais elles sont souvent incomplètes. Donc, on peut faire appel à des données primaires, celles qu'il faut recueillir. Et malheureusement, c'est celles qui prennent le plus de temps, qui sont les plus coûteuses, mais c'est vraiment celles qui ont le plus gros impact pour prendre des décisions importantes. Les business... Ah bah voilà, c'est exactement ce que je venais de dire. Donc, on peut collecter des informations. Par exemple, très simple, vous avez sûrement vu dans les toilettes des stations-service, on a des petits smileys, content, pas content, très content. Ça, c'est un moyen très facile de recueillir des informations. C'est à moindre coût. Et comme les données secondaires, malheureusement, ça apporte pas beaucoup d'informations, c'est pas très précis et c'est souvent incomplet. L'intelligence marketing. Donc, alors, il y a aussi ici une étude qualitative et une étude quantitative à faire. On peut les faire avec les mêmes calculs qui ont été faits auparavant, mais encore une fois, on a besoin d'informations externes, on a besoin de données primaires et c'est pour ça que c'est coûteux. On fait appel souvent à des questionnaires, à des interviews, pour collecter des datas qu'on n'a pas et qui pourront nous aider pour la suite. Alors, la partie très importante, qui sera sûre à 100%, enfin à 99% dans l'étude de cas, c'est la segmentation, le ciblage, la différenciation et le positionnement. Là, clairement, c'est dans l'ordre. Donc, d'abord, on va segmenter le monde pour voir qui pourraient être nos potentiels clients. On va cibler ceux qui sont le plus importants. On va se différencier sur le marché et on va se positionner. C'est clairement le step by step pour passer de qui est-ce qu'on veut viser
et quelle va être l'image qu'a ces personnes visées de notre marque. Voilà, on va voir les 4. Donc d'abord, la segmentation. Il y en a 4 différents critères. Clairement, le plus important, c'est le psychographique, le 3e. Parce que c'est celui qui va permettre de personnaliser un maximum notre produit et notre service. Parce qu'il fait appel au style de vie, aux valeurs, aux habitudes de nos clients. On a aussi les zones géographiques. Elles sont très peu utilisées par les entreprises, c'est beaucoup trop large. Je pourrais habiter dans le même pays que 50 000 personnes différentes et pourtant on n'aurait pas les mêmes habitudes d'achat. C'est important de le savoir, c'est pas primordial. Sociodémographique, c'est pareil. C'est important de connaître notre client. On va beaucoup s'en servir pour pouvoir faire le persona, mais c'est des données qui sont très, très vagues. Maintenant, comme je vous le disais, le psychographique et le comportemental, les habitudes d'achat et les valeurs du client, c'est clairement ce qui va pouvoir nous permettre de personnaliser notre service. Quand on a segmenté notre marché, on va cibler vraiment le petit groupe de personnes qui est pour nous le plus important. On a fait l'expérience de créer un persona ou un avatar, qu'importe, pour mettre en lumière quel était le client parfait qu'on souhaiterait avoir. Si tous nos clients pouvaient être comme ça, ce serait génial parce que tout le monde achèterait tant d'articles et ce serait vraiment super. Il y a différents types de ciblage qui existent. On va les prendre grâce à des exemples, c'est assez facile à comprendre comme ça. Donc le ciblage indifférencié, on a pris l'exemple des couches Pampers. Je veux dire que vous ayez des habitudes d'achat qui soient très luxueuses ou au contraire très simples, tout le monde a besoin de couches. Donc il y a une indifférenciation du ciblage. Marriott, par exemple, ils font appel à un ciblage différencié, c'est-à-dire qu'ils ont séparé tous leurs clients dans des zones géographiques. On a vu en classe que ce n'était pas forcément une bonne idée, mais ils ont ciblé de façon différenciée par zone géographique. Le ciblage concentré, ça c'est très personnalisé parce que, par exemple, pour les chaussures de ski, on va se demander est-ce que nos clients font appel à nos services parce qu'ils veulent des chaussures de ski pour du ski de loisir et du coup très confortable, ou est-ce qu'ils font appel à nos services pour des chaussures de ski sportifs, de compétition, et du coup ils ont besoin de chaussures très techniques. Donc ça, plus ça va, plus on personnalise en fait notre service ou notre bien. Et ensuite, il y a carrément le summum, c'est le sur-mesure. On avait vu des baskets de sport qui prennent carrément l'empreinte du pied d'une personne, donc on ne peut pas faire plus personnalisé que le ciblage sur-mesure. La différenciation, évidemment, il faut qu'une entreprise elle soit capable de se différencier. C'est souvent des choses qui sont établies, parce que la différenciation, elle se fait sur un marché avec les concurrents. Donc on a vu la différenciation par rapport aux produits, on avait vu les eaux gazeuses, les eaux minérales, comment ils se représentaient dans leur publicité, quel avantage pourraient avoir nos produits selon quelle ou telle marque vous achetez. Les services, alors ça on peut prendre les voitures, on n'achète pas une voiture pour les mêmes raisons. Est-ce qu'on veut une voiture parce qu'on veut avoir des sensations fortes ou est-ce qu'on veut une voiture parce qu'on a besoin de cette place? C'est clairement une différenciation de services proposés. La différenciation au niveau de la distribution, on peut prendre Amazon comme exemple qui, selon vos besoins, peut vous livrer quelque chose en 24 heures comme en 48 heures ou voire plus. Et on a aussi par exemple Tesla qui fait ça maintenant, de livrer directement la voiture chez soi. Alors ça, j'adore cet exemple. La différenciation au niveau du personnel, c'est clairement une différenciation au niveau de la qualité du service. C'est très utilisé dans le niveau de l'hôtellerie et Citizen M, ils sont trop forts pour ça. Ils ont formé tout leur personnel pour être capable de faire tous les métiers hôteliers et être capable de répondre à tous les besoins des clients en personnalisant les besoins. Et ensuite, on a l'image de marque qui, pour moi, est le mieux et en même temps le plus dangereux parce qu'une image de marque, c'est hyper important. On va le voir, c'est dans le positionnement, il n'y a rien de plus important que l'image de marque parce que c'est comme ça que vos clients vont vous percevoir. Mais clairement, si vous allez trop loin, si vous partez dans les stéréotypes comme l'ont fait les parfums, comme l'ont fait le maquillage, comme l'ont fait beaucoup de boîtes, ça peut être catastrophique et ça peut être vraiment dangereux. Et donc on arrive au positionnement. Il y a 3 techniques de se positionner. Déjà, qu'est-ce que c'est que le positionnement? Je le redis encore une fois, mais c'est la manière dont nous perçoivent nos clients. C'est-à-dire, ils voient notre logo, ils pensent direct à ça. Ils voient une couleur qui leur font penser à notre logo, c'est direct à ça. Ils voient une publicité, c'est à ça qu'ils pensent, c'est ce ressenti qu'ils vont avoir. Et il y a 3 manières de le voir. Les cartes perceptuelles, j'en ai pas mis ici, mais c'est en 2 axes comme ça.
on peut voir par exemple loisirs et travail et voir où est-ce que nous, par rapport à nos concurrents, on se place. Est-ce qu'on est très loisir mais un petit peu de travail? Est-ce qu'on est très travail, un petit peu de loisir? Un bon mélange des deux. Ça, c'est les cartes perceptuelles et ça nous permet de voir notre positionnement par rapport à la concurrence. Les propositions de valeur, ça, on l'a vu au mock-up exam, c'est cette fameuse phrase qui part de pour, est et parce que. Ça, c'est les 3 mots dont vous allez avoir besoin dans votre phrase. Enfin, on va s'arrêter là-dessus parce que c'est vraiment hyper important. Et elle va être construite par ça. C'est-à-dire qu'une entreprise, ça propose des attributs hyper classiques, genre des voitures, ça vend des voitures, genre, enfin. Mais, à force de monter et de se personnaliser, ça va aussi rendre un bénéfice émotionnel à votre client. C'est-à-dire que vraiment la vision qu'il va avoir, ce sera une émotion qu'il va ressentir, un feeling qu'il va avoir par rapport à votre entreprise. Et dans le positionnement, dans la proposition de valeur, il faut que tous ces steps soient intégrés dedans. Donc le pour, il met en avant le bénéfice émotionnel. C'est pour vous rendre heureux. Ça, c'est le bénéfice émotionnel. Ensuite, dans le et, on peut parler un petit peu de tout ça. On est les meilleurs, on est machin. Et parce que, et bien là, vous pouvez mettre carrément votre produit brut, parce qu'on vous vend un hôtel. Donc, on va vous rendre heureux, on est les meilleurs, parce qu'on vous vend un hôtel. Et donc, il faut vraiment faire attention d'intégrer tout ça. Désolée, ma phrase était un peu nulle, mais ça mettait bien en avant tout. Bah oui, j'aimerais bien vous mettre un exemple d'une phrase. Mais je vais retourner à la fin de si ça ne vous dérange pas, on retournera à la fin de la présentation, je dirais sur le mock-up exam, et dans le corrigé, je vais vous montrer ce qu'ils entendent par là. Le marketing mix, donc ça, c'est les 7 P, comme on les avait vus tout à l'heure, on en avait vu 4. Bon, ça pas trop la peine de revenir dessus, mais en gros, en Busque 1, on va avoir les produits et on va voir où est-ce qu'il est, la communication. Dans les autres bosses qu'on aura affaire aux autres, mais voilà, cette fois-ci, on va vraiment s'axer sur produits et communication. Donc, les produits. Et bien, on en revient là. Donc, il y a trois dimensions des produits. Le service global, le service générique et les avantages essentiels. Ça revient un petit peu à ce qu'on venait par rapport à la proposition de valeur. Oui, alors voilà. Lush, j'ai pris l'exemple de Lush pour vous présenter les 3 dimensions. Donc, l'aspect sensoriel et l'ambiance en boutique, c'est clairement le service global. La réputation et le développement durable, c'est le service générique, c'est on se spécifie un peu et désolée, je l'ai fait dans le mauvais sens, excusez-moi. Le service global, c'est juste, ils proposent des produits qui prennent soin de soi et de la détente. Ils ont réussi à avoir une réputation hyper importante, à être hyper actifs pour le développement durable. Et au final, ils ont réussi à présenter un avantage qui était qu'au niveau sensoriel, ils arrivaient à vous avoir sur vos 5 sens. Par rapport au portefeuille de produits, c'est important de voir que chacune des entreprises, elle a clairement des gammes et qui peuvent avoir des extensions vers le bas ou vers le haut, donc horizontale ou verticale. Si on regarde au niveau vertical, c'est au niveau de la qualité. Donc par exemple, des classes de voitures comme les Mercedes, c'est clairement au niveau vertical. Non. Excusez-moi. C'est clairement au niveau vertical, on va de la meilleure qualité à celle qui est moindre. Et ensuite, on a l'extension horizontale. Là, c'est carrément de proposer des nouvelles choses. Par exemple, Nespresso, ils avaient sorti les cafés caféinés et ensuite, ils ont ouvert leur portefeuille de produits et ils ont proposé d'autres capsules qui, elles, étaient décaféinées. Mais en ce qui concerne le côté vertical, on a les qualités professionnelles et les qualités pour les foyers. Ah oui, ça c'est important. Le risque de cannibalisation, c'est de s'autodétruire. En gros, on propose trop de choses, on ne sait plus où se passer, on n'arrive plus à personnaliser, on a tellement de produits qu'on n'arrive même pas à faire une bonne promotion de chaque produit, on n'arrive même pas à toucher assez de clients et du coup, on s'auto-grignote dans la boîte parce qu'on a proposé trop de choses.
D'ailleurs, il y a un certain manque de crédibilité quand une entreprise propose trop de produits. On se dit, est-ce qu'ils ont vraiment acquis toute la technique pour tous leurs produits, alors que s'ils en faisaient qu'un parfaitement, ce serait beaucoup mieux. Donc en plus de s'auto-manger, il y en a qui se décrédibilisent complètement. On va revenir sur le cycle de vie d'un produit. Ça, pareil, on le connaît par cœur. Donc, il y a le lancement, qui est la partie clairement la plus compliquée. C'est là où il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent clairement se casser la gueule, si je peux utiliser ce terme, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut tout mettre en place. Ensuite, on investit pour pouvoir avoir une croissance. On investit et on fait attention aux concurrents, et là, il y aura une croissance. Ensuite, il y a la maturité et le déclin. Donc là, maintenant, après avoir parlé du produit, on va parler de la communication et du marketing mix, donc de la communication. En premier, la publicité et les relations publiques qui sont les manières de communiquer qui sont les plus anciennes, si je puis dire. Parce qu'ensuite, on va avoir le marketing digital, donc, qui sont clairement les nouvelles façons de communiquer, mais ça, c'est la version plus ancienne. J'ai remis le petit schéma. Alors, ce qui est primordial dans la communication, et c'est pour ça qu'on utilise le terme de communication intégrée, c'est la cohérence. Parce que, un exemple qui est flagrant, si en magasin, on propose 2 achetés, 1 offert, et que sur le site, on ne propose pas 2 achetés, 1 offert, là, on va paraître un peu pour des débiles. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans toute la communication qu'on va faire. La communication intégrée, elle prend en compte 5 techniques. Donc la publicité, la vente. La vente, j'aurais même plutôt pu mettre le personnel, parce que c'est vraiment tout ce qui va être mis en place pour la distribution. Comme par exemple chez Nespresso, on est accueilli, on goûte, on est pris en charge par un seul vendeur. Ça, c'est la manière dont la vente est procédée. Les promotions, ça on en a parlé, 2 pour 1. Les relations publiques, on va y venir prochainement, mais c'est vrai que c'est assez important parce que c'est quelque chose qui ne rapporte pas tout de suite, mais qui sur le long terme peut clairement influencer l'image et ce que renvoie la marque. Et le marketing direct, c'est tout ce qu'on a, comment dire, tout ce qui est direct, tout ce qu'on peut dire directement au contact. Donc le personnel en fait clairement partie, c'est-à-dire que tout ce qui va être capable de dire sur le storytelling de l'entreprise, dans le magasin, dans l'hôtel, ça c'est du marketing direct. Donc les publicités, voilà, donc il y a le funnel marketing, le tunnel d'achat, c'est important de le connaître, parce que quelqu'un qui découvre la marque, à terme, on veut le faire acheter. Sauf que ça ne va pas passer de « je découvre la marque, j'achète ». Il y a toutes ces petites interventions-là qui vont prendre place. Et c'est à ce moment-là que la communication va être hyper importante pour pouvoir fidéliser le client et qu'à terme, il achète. Donc, après la découverte, il a d'intérêt. La considération pour le produit, ça va aussi avec la crédibilité. L'intention d'acheter. On va évaluer les concurrents. Et s'il s'avère qu'on est bien, le client va acheter. Et il y a aussi 4 objectifs dans la publicité. C'est le besoin de catégorie, la notoriété de la marque, l'attitude envers la marque et l'intention d'achat. Tout ça, c'est ce qu'on va transmettre à travers une publicité qui, à terme, va permettre aux clients d'acheter. Et c'est vraiment un processus qui est long et qui est tellement coûteux pour tellement peu de résultats. Parce qu'on avait vu, que la pollution, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais il y a plein de choses qui font qu'une publicité, ça n'atteint mais même pas 10% des personnes qu'on pensait atteindre. Et donc, du coup, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'argent pour pas grand-chose au final. Mais par contre, si on le fait bien, on sait qu'à terme, c'est l'achat. Donc là, pareil, c'est sur quoi les publicités sont fondées. Qu'est-ce qu'elles représentent du chiffre d'affaires. Il faut faire attention de ne pas dépenser trop. Il faut le faire parce que ne pas dépenser d'argent dans la publicité, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'acheteurs parce que personne ne connaîtra la marque. Mais il faut faire hyper attention à combien on investit parce que parfois, ça ne sert juste à rien. Faire attention à la concurrence et être en lien avec la mission, la vision et les objectifs. Ça, c'est classique.
Ça, je vous laisserai lire, mais il y a aussi la manière dont on va déterminer le message qu'on veut faire passer. C'est-à-dire qu'on va, en quelques secondes, il faut qu'on arrive à donner assez d'informations, pas trop pour que le client ne se perde pas trop long pour pas que le client s'en aille, et il faut que ce soit clair, constructif, et que ça ait un gros impact. Et il y a aussi où est-ce qu'on va le faire. Donc la couverture médiatique, la fréquence, est-ce qu'on souhaite pour avoir un impact que notre client soit confronté à ça, genre 15 fois par jour, une fois dans la rue, une fois sur YouTube et une fois je ne sais pas quand dans sa journée. Et ça, voilà, à terme, l'impact, de toute façon, c'est le but d'une publicité, c'est d'avoir un impact dans l'esprit du client. Alors il y a aussi quelque chose sur les publicités, je pensais que je l'avais mis, mais il y a aussi la manière dont on le transmet. Ça peut aussi passer par une personne, c'est un émetteur. Et l'émetteur, on avait vu qu'il peut y avoir des personnalités publiques, il peut y avoir, quand on met une petite blouse à un acteur pour faire croire que c'est un scientifique. Ça, c'est hyper important d'être en adéquation soit avec la personnalité du client, soit avec la crédibilité du produit ou du service qu'on vend. Les relations publiques, il y en a plein de sortes, plein de techniques. Là, on voit les interviews, les rapports, les parrainages, les sponsors. C'est comme je disais, c'est quelque chose de très important et qui, à court terme, rapporte très peu, mais qui, à long terme, ont une importance fondamentale. Parce que comme on avait vu avec le HL, quand il y avait eu tout ce truc du D, là, quand on était sortis, si les relations publiques n'avaient pas été capables derrière de dire quelque chose, et le HL n'aurait plus eu la main sur ce qui sort. Mais en parlant de ça, le contrôle de l'information, c'est hyper contraignant avec les relations publiques. Parce que d'inviter la presse, par exemple, à une conférence, c'est bien. Mais ensuite, une fois qu'ils sortent de la pièce, une fois qu'ils sortent de la conférence, vous n'avez aucune idée de ce qu'ils vont raconter. Et là, vous n'avez plus du tout la main sur ce qui se passe. Du coup, ça peut être risqué, mais par contre, ça rapporte beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour les entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on s'est arrêté sur la publicité et sur les relations publiques, parce que c'est les plus importants. Les promotions, c'est quelque chose qui déjà s'analyse beaucoup plus en termes économiques sur le marché, sur la demande et l'offre, sur comment pourrait impacter une promotion. Et le marketing direct et les ventes, ça, c'est la manière dont vous allez former votre personnel. Donc, encore une fois, voilà. La communication dans le marketing digital. Donc, ça, le marketing direct, c'est... Attendez. Voilà, on va surtout s'arrêter sur ces deux parties parce qu'on a le marketing direct, donc les vendeurs, les courriers, les emailing, les personnes qui vous appellent au téléphone, ça c'est du marketing direct. C'est hyper efficace, c'est hyper précis, vous avez un contrôle total sur ce qui se passe parce que ça sort de votre entreprise et ça va directement au client, ça ne passe par aucun intermédiaire. Et le marketing digital direct, ça c'est une nouvelle manière, c'est-à-dire ce qu'on poste sur Instagram, ce qu'on poste sur les réseaux, sur ce qu'on poste sur LinkedIn. Encore une fois, on a le total contrôle de ce qu'on transmet. Les stratégies du marketing, donc, alors ça, c'est les 4 types de contenus qu'il peut y avoir dans le marketing digital. Et ça, on peut peut-être l'avoir en question d'étude de cas. C'est où en est mon client dans le tunnel d'achat et où est-ce que je peux l'influencer. Et c'est pour ça qu'il y a le contenu pour divertir. C'est souvent des entreprises qui ont une image assez fun et qui du coup veulent encore plus s'arrêter sur ça. Il peut y avoir le contenu pour éduquer. Donc ça, c'est pour donner une sorte de crédibilité assez forte. Du contenu pour inspirer, pour persuader, les compagnies de voyage, les hôtels, ils sont très forts pour ça. Ils savent très bien qu'ils doivent donner envie. Et le contenu pour convertir, ça c'est clairement au moment où le client, il a 2 doigts dans le tunnel d'achat, il est au plus bas, il est à 2 doigts d'acheter. Et là, boum, il faut faire la communication qui fera qu'il achètera.
Ici, c'est les 3 différents médias. On en a parlé un peu avec les relations publiques, on en reparle ici dans le marketing digital. On a donc tout ce qui est les own media, donc ceux qui nous appartiennent, le marketing direct. Donc on a la main dessus, il n'y a pas de frais. Enfin, à moindre coût, parce qu'il y a des personnes qui sont payées pour le faire, mais je veux dire, ça sort de l'entreprise. Il y a les paid media, donc ça c'est quand on donne de l'argent à quelqu'un pour nous donner de la visibilité. Pareil, on a un contrôle là-dessus. Et par contre, il y a les earned media, qui ça est... le earned media, qui ça sont assez nouveaux parce que grâce aux influenceurs, grâce aux réseaux sociaux, il y a énormément de personnes qui peuvent parler de votre produit, mais ils peuvent très bien en parler en mal. Et ça, c'est super compliqué pour les entreprises de garder la main sur ce qui va être dit, même si c'est un média qui coûte zéro, parce que vraiment, personne n'a rien demandé à personne, mais ça peut être risqué. Et faites attention, les influenceurs, parce qu'on a tendance à beaucoup en parler, étant donné qu'on y est vachement confronté, ils font partie de deux de ces catégories. Des paid media, parce qu'il y a les influenceurs qui font des partenariats, donc là, clairement, ils sont payés pour dire quelque chose, et il y a les influenceurs qui font partie du earned media, et eux, ils choisissent de dire ça. Personne ne leur a demandé de le faire, et eux, ils peuvent dire du mal aussi de vos produits ou de votre service. Et ici, on a les différents canaux qui existent, donc le canal simple, le multicanal, ça c'est sur Internet, les canaux croisés et l'omnicanal. Celui qui aura le plus d'impact, c'est clairement l'omnicanal, parce que d'être capable d'être présent de manière hyper cohérente sur tous les canaux, c'est comme ça que la communication a clairement le plus d'impact. Alors ça, c'est ce qu'on avait vu par rapport aux recherches Internet qui sont faites. Et à l'argent ou pas qu'on peut mettre dans des recherches Internet. Donc il y a les SEA, Search Engine Advertising. Ça, c'est le fait de payer, clairement, de faire une vente aux enchères, de payer pour être référencé pour certains mots. Et on s'est rendu compte, avec plusieurs analyses, que investir dans beaucoup de mots qui décrivent beaucoup de choses, avec beaucoup d'adjectifs, c'était pas si une mauvaise idée, en particulier pour l'hôtellerie, parce que les personnes savent très bien taper hôtel. Par contre, s'ils cherchent un hôtel où ils vont pouvoir se détendre et par exemple faire du yoga, et ben là, ils vont le taper sur Internet. Donc, c'est hyper important pour les hôtels et pour les restaurants d'investir dans des mots qui sont très précis et qui font appel à des adjectifs qui représentent votre entreprise. Et après, il y a le Search Engine Optimization. Et là, c'est quelque chose qui est gratuit. C'est à chaque fois que quelqu'un a fait une recherche avec un certain mot, le plus grand nombre de personnes sont arrivées sur notre page. Donc, malgré nous, on est devenus les tops dans le truc. Donc ça, du coup, c'est pas contrôlable, mais c'est vrai que si une entreprise à terme, elle peut être référencée comme la première. C'est comme si on met téléphone portable, évidemment que Apple et Samsung vont sortir les premiers, c'est contre leur gré et tant mieux pour eux. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'on peut contrôler parce qu'on peut choisir d'investir de l'argent dedans. Pareil, ça je vous laisserai lire, je vous conseille de le prendre pour votre examen. C'est tous les indicateurs de performance, c'est plein de petites choses qui prouvent que votre marketing digital il a fonctionné ou non. Par exemple, le taux de rebond, c'est combien de personnes sont venues sur notre site et sont directement parties. Et on voit que, par exemple, et il y a aussi des taux de sortie. Donc, le taux de rebond, c'est quand une personne est directement partie en arrivant sur notre site. Et le taux de sortie, c'est quand une personne s'est baladée sur le site. Et cette page, c'est la page de sortie. Et pourquoi est-ce que soit notre site, soit une certaine page fait fuir les clients ? Et souvent, c'est parce que le site est mal fait et genre, ça donne pas envie. Et du coup, ça permet grâce à ces indicateurs, de savoir quelle page modifier, de comprendre pourquoi les personnes sont sorties de notre site à ce moment-là. Et ça permet vraiment à toutes les entreprises de beaucoup évoluer. Maintenant, il y en a beaucoup. Hein. Enfin, rien que le nombre de likes sur une pub qui a été postée sur YouTube, le nombre de partages qu'il y a eu sur un réseau social, c'est un indicateur super important et ça permet de garder une constance entre, je veux dire, si une publicité a marché, autant la garder pour le futur. Et ça, c'est la dernière leçon qu'on a faite de l'année, c'était sur les stratégies des marques, parce que forcément, les marques veulent apporter une valeur.
là, on revient vraiment au premier chapitre qu'on a abordé il y a quelques minutes maintenant, c'est la manière dont les personnes nous perçoivent. Donc, et ça a été numérisé, entre guillemets, c'est le capital des marques. Une marque, elle a je sais pas comment m'exprimer sur ça. Elle est représentée par un chiffre et elle a vraiment une notoriété hyper importante. Et voilà, c'est ce que représente le capital de marque. Et après, on a l'image aussi. Tout est fait par rapport à l'association. Déjà, on a le logo. Mais on a dit que c'était pas le plus important. Et c'est clairement loin d'être le plus important. Au début, c'est important. Mais si on veut garder une certaine constance jusqu'à la fin, pour la suite du marché, il faut vraiment que, par exemple, le storytelling soit hyper important. Il faut que les valeurs qu'on a mis en place au début, il faut les garder. Et tout ça, c'est sur l'image de la marque. Et c'est clairement grâce à ça qu'on apporte une valeur aux clients et qu'on les fidélise. Et on a aussi vu que ce fameux capital de marque et cette fameuse image de marque, elle pouvait attirer des futurs employés, attirer des personnes très qualifiées à venir directement chercher les marques, plutôt que ce soit aux marques d'aller chercher les employés. Et donc ça, à terme, plus on emploie des personnes bien qualifiées, à terme, ça permet des ventes plus hautes. Donc clairement, c'est hyper important. La valeur pour le consommateur. Donc, on a tout ce qui est tangible, qui est important au début, qui, une fois qu'il est implanté, est plus si important que ça. C'est ce qu'on disait, c'est le pic du iceberg, c'est la face visible du iceberg, c'est le logo, c'est le nom, c'est les couleurs, c'est le code couleur qu'on a donné à notre marque. Et il y a tous les éléments qui sont intangibles. Et ça, c'est l'énorme partie qui est en dessous de l'iceberg, celle qu'on ne voit pas. Et c'est celle où on a le moins de contrôle là-dessus. Et pourtant, c'est la plus importante. C'est les émotions, le feeling, tous les symboles que représente l'entreprise. Et ces symboles, justement, ils ont un rôle pour les consommateurs. Et ces rôles, ils sont là. Et comme vous voyez, il y a le fonctionnel, je vous l'accorde, mais il y a surtout tout ça. Et ça, c'est ce qui représente les valeurs intangibles. Donc la confiance en la marque, la cohérence, l'orientation, le symbole, les valeurs. Tout ça, c'est des éléments intangibles qui sont pourtant primordiaux pour les marques. Et ça, on a regardé le petit schéma, d'ailleurs, ça vaudrait le coup que je le mette dans la présentation. Et on a l'identité. Donc ça, c'est une marque, elle s'est créée, elle s'est dit, je vais me créer une identité, je vais créer une personnalité à ma marque. Donc, franchement, l'exemple trop cool, moi j'adore, c'est Lacoste. Lacoste, ils se sont dit, ok, nous on va être casual chic, on va être pour des personnes qui ont des revenus moyens voire hauts. On veut être pour les sportifs. Ça, c'est l'identité qu'on s'est donnée. Et au final, l'image qui a été renvoyée et du coup perçue par les consommateurs, c'est pas du tout ça. Franchement, les polos Lacoste, on les a vus dans les années 90 sur des jeunes. On les a vus dans les années maintenant sur des rappeurs. D'ailleurs, pas top ce qu'ils ont fait. Ils ne pouvaient pas le savoir que ça allait se terminer si mal, cette collaboration. Enfin bref. Et là, voilà, ça n'a rien à voir, l'identité et l'image. Le but, c'est que ce soit la même chose. C'est rarement la même chose. Parce que ce qu'on veut transmettre et ce qui est transmis, c'est souvent très différent. Et c'est en rapport avec, clairement, avec l'humain. C'est-à-dire que l'humain qui reçoit le produit, il a un background, il a une culture, et c'est comme ça qu'il va percevoir le produit. Et tout le travail marketing, il est fait pour que l'identité soit en adéquation avec l'image, mais parfois, c'est pas possible, comme dans le cas de Lacoste. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour le cours. Donc si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Je vais revenir. N'hésitez pas à allumer votre micro parce que du coup j'ai pas accès aux mains. Mais du coup pour la... Excuse-moi, je veux te poser une question. En fait, c'est juste que j'avais mis dans mes notes, quand tu parlais, j'avais rajouté tout ce que tu m'as dit. Et tu parlais à un moment de marketing continu. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est ou pas ? Enfin, c'est un truc que j'avais noté comme ça. Est-ce que tu sais dans quel chapitre c'est ?
C'est dans la stratégie de marketing digital. Je suis désolée. Mais je me demande, mais j'aimerais pas te dire de bêtises, mais puisque tu me dis que c'est dans la communication, je pense que c'est sur le fait d'avoir une idée genre de temporalité en fait dans ce que tu fais. Et ton marketing, il a une certaine consistance et un suivi. Ouais, j'imagine que c'est ça. Ça se fait grâce au digital, parce que justement ton site internet il est continu, enfin c'est dans ce sens-là. Il y a une cohérence entre tout, et tu vois, on avait fait un plan de communication sur différents mois, et il faut que cette cohérence elle soit genre sur le long terme. Ouais, ok. Que c'est ça. Merci. Et Victor, tu veux qu'on revienne sur la petite phrase là Ouais, je suis plutôt chaud. Ouais, alors je vais retrouver ça. Non mais moi aussi la première fois j'avais fait n'importe quoi, et au final quand j'ai compris ce qu'il voulait, je me suis sentie un peu con, parce qu'en fait c'est tout le temps la même structure de phrase. Alors ouais, prendre la deuxième. Quels sont les autres? Ah voilà. Moi j'avais fait celle-ci. Donc le Click Hotel, c'était un hôtel ultra luxe avec un confort. Je me dis, ils avaient mis tout en place pour plaire à un ciblage hyper précis de personnes. Et donc j'avais commencé donc pour vous faire voyager dans un confort et un luxe unique. Click Hotel est, donc voilà, donc les mots importants ils sont là, pour est la source de bien-être et de services personnalisés pour vous et votre famille. Grâce à un cadre idyllique et une ambiance conviviale et une expérience pour vous, votre escapade sera inoubliable. Et maintenant je me rends compte que j'ai même pas mis le dernier parce que donc j'ai pas mis l'élément le plus important. Mais là en fait, donc en premier, c'est par rapport aux attributs émotionnels. Ici, c'est les attributs, les bénéfices en plus à partir de est. Et à la fin, j'aurais dû rajouter les attributs intangibles, enfin le but de la marque. Et voilà, donc le prof, ce qu'il a fait. Ouais. Donc franchement, si vous utilisez cette technique à chaque fois, pour est parce que, du coup, je vous conseille de toujours avoir avec vous ces 3 mots. Mais bon, ça, ils sont pas très difficiles à voir, mais surtout. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir ça et d'avoir ces 3 mots. Parce que vous savez que dans les 3 petits points, vous devez remplir à peu près tout ça. Ce qui rend sa vie meilleure au client, ce qu'il peut faire avec, en plus de ce qu'on lui, en plus que du service et du bien brut, qu'est-ce qu'il peut faire en plus. Ce qui est important grâce à ce produit ou ce service, et terminé par les caractéristiques globales. Voilà. J'espère que ça t'a aidé, Victor. Ouais, de ouf, super, je te remercie. Et du coup, le PowerPoint, est-ce qu'on peut le revoir quelque part ou... Oui, bien sûr, mais je vais vous envoyer le PowerPoint tout de suite après, là, sur le groupe WhatsApp français. Et je suis désolée, ça devait être bourré de fautes d'orthographe, mais bon. Et mais n'hésitez pas à les corriger, parce que si vous faites CTRL F et qu'il y a des fautes d'orthographe, ça ne va pas fonctionner. Moi aussi, il faut que je le reprenne. Et la vidéo, j'espère que j'ai réussi à l'enregistrer. On essaiera de la poster sur YouTube le plus vite possible. Super, merci à toi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous en avez d'autres pendant votre période de révision, n'hésitez pas à m'envoyer Merci pour le cas. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur WhatsApp. Moi, je réponds avec plaisir. Franchement, il n'y a aucun problème. Ça peut me sortir un peu la tête des maths avec plaisir. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, bon courage. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, les premiers examens. Et bon courage pour le marketing, bon courage pour les maths. Et surtout, n'hésitez pas. Voilà. Très belle soirée.